Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec le colonel Alain Corvez. Bonjour colonel. Bonjour. Il faut bien préciser à notre auditoire que le colonel Alain Corvez, conseiller en stratégie internationale, ancien conseiller du général commandant de la force des Nations Unies déployé au sud du Liban, la FINUL, conseiller en relations internationales au ministère de la Défense et de l'Intérieur. La thématique de ce jour, nouveau désordre au ordre mondial multipolaire, nécessité du progrès mondial et le devoir de la paix, l'homme face à ses responsabilités. Monsieur Alain Corvez, ma question est de taille. Pourriez-vous nous faire une synthèse sur la conjoncture du monde actuel? Écoutez, je vais essayer. Effectivement, il y a énormément de choses à dire sur l'ordre du monde, car nous sommes dans une période de transition où on est en train de passer d'un ordre unipolaire qui était organisé autour d'un pôle unique, qui était les États-Unis d'Amérique, de façon justifiée d'ailleurs après l'effondrement de son unique opposant qui était l'URSS. Donc il a paru aux yeux de tout le monde normal que les États-Unis, vainqueurs, le libéralisme vainqueur du communisme, dirige le monde. Mais la situation établie ainsi a duré seulement quelques années, disons, très courtes années, et rapidement le monde s'est organisé parce que de nouvelles puissances ont émergé ou réémergé pour certaines d'entre elles, et elles ont, de façon naturelle et justifiée, fait comprendre aux États-Unis que elles avaient aussi leur mot à dire dans les rapports de force dans le monde et dans l'organisation du monde. Et donc, on a vu les BRICS, ce qu'on a pris l'habitude d'appeler les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, mais ça implique davantage de pays que ça, s'organiser de plus en plus. On a assisté, cette organisation de plus en plus forte s'est faite sur le plan économique et stratégique, c'est-à-dire que des organismes financiers, bancaires, comme la Banque asiatique des investissements et des organisations internationales comme l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Union économique eurasienne, bien sûr, ces organisations que je viens de citer, pilotées essentiellement par la Chine, la Russie et l'Inde, mais agglomérant dans leur organisation des pays qui avaient intérêt à s'y joindre, et des pays de plus en plus nombreux, plus récemment encore, on a vu l'Iran, la Turquie et d'autres pays s'intéresser à cette organisation du monde. Et donc, on assiste petit à petit à un monde qui est multipolaire, c'est-à-dire que des puissances autres que les États-Unis disent aux États-Unis, nous, on veut pas vous faire la guerre, mais on entend vous faire comprendre que vous devez partager avec nous la direction du monde et que ce que nous proposons et l'immense projet de la route de la soie et de la ceinture maritime. Et donc, ces nouvelles puissances
qu'elle soit nucléaire d'ailleurs ou simplement classique, hein, parce que la Turquie, l'Iran, le Brésil sont des puissances qui jouent un rôle important dans le monde et qui ne sont pas des puissances nucléaires. Ces nouvelles puissances tiennent à défendre leurs intérêts d'abord, bien sûr, mais elles proposent de nouvelles règles pour les relations internationales, et notamment en gros, en synthétisant, en résumant, de régler les différents économiques ou stratégiques qui sont inévitables dans le monde, de régler ces différends entre puissances par la négociation et non plus par la coercition, c'est-à-dire l'action militaire. Et c'est un nouveau concept qui est inverse du concept qui était celui qui prévalait du temps du monde unipolaire des États-Unis, qui entendait faire respecter leur suprématie totale et leur système, qu'il soit économique, moral ou autre, à l'ensemble du monde. Donc, on a un changement de paradigme, comme on dit maintenant, c'est-à-dire que les règles sont... il est normal qu'il y ait des différents intérêts entre les puissances dans le monde, mais il faut les régler par la discussion, par la négociation, et il vaut mieux créer des coopérations entre les États plutôt que des coercitions permanentes et qui mènent à des guerres. Justement, vous avez parlé d'un nouveau monde. L'Europe face à son destin. Est-ce que l'Europe, selon vous, vive un moment historique, soit de sa transformation, soit voire de sa fissure? Alors, vous avez tout à fait raison. L'Europe est à un moment crucial de son existence parce que elle a été construite et les traités qui la régissent, en particulier le traité de Lisbonne, qui fait office de constitution pour l'Union européenne, ces traités ont inscrit dans l'encre que l'Union européenne devait être un vassal des États-Unis. C'est pas écrit comme ça, bien entendu, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Il est écrit en tout cas en toutes lettres que la défense de l'Europe ne se conçoit qu'au sein de l'OTAN et en accord avec l'Alliance Atlantique. Donc, il y a là une solution de l'Union européenne des États-Unis d'Amérique qui prévaut depuis les débuts, depuis que l'Europe a été mise sur les fonds baptismaux, depuis ses débuts jusqu'à maintenant, parce que les États-Unis voulaient, sur le continent européen, établir un glacis au début contre l'URSS, et ensuite, ils ont voulu que l'URSS défaite, que cette Europe reste dans l'atlantisme et dans la dépendance américaine, et ils l'ont poussé même à déclencher une hostilité contre la Russie avec des sanctions qui sont contre les intérêts même de l'Union européenne et des pays membres de l'Union européenne. Donc, l'Europe est à un moment crucial car il faut enfin qu'elle réalise qu'elle doit se débarrasser de ce lien pervers avec les États-Unis, qui amène l'Union européenne à prendre des décisions et des positions qui sont contraires à ses propres intérêts. L'intérêt de l'Union européenne et des pays membres de l'Union européenne, c'est de s'opposer et de s'entendre et d'échanger avec l'Iran comme avec la Russie. Or, sous la pression américaine, les États-Unis, l'Union européenne, rompent ses liens avec l'Iran, rompent ses liens avec la Russie et même punissent en appliquant des sanctions qui sont décidées à Washington. Donc, si l'Union européenne ne comprend que les pays membres de cette union vont de plus en plus s'opposer à la direction de Bruxelles, eh bien, je ne vois pas d'issue autre que la dissolution de cette Union européenne, car en plus de ces raisons extérieures
il y a des raisons internes de plus en plus fortes, notamment la mauvaise gestion de la question des migrations qui est en train de défaire le gouvernement allemand, qui en Italie a apporté à la tête de l'Italie un gouvernement qui est totalement opposé aux directives de Bruxelles en la matière. L'Autriche, la Hongrie, enfin de plus la Pologne pour d'autres raisons, en plus de pays s'opposent à la direction de Bruxelles à laquelle il reproche d'être technocratique et contraire aux intérêts des pays membres de l'Union européenne. La question qui s'impose, d'après tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, est-ce que nous vivons une ambiance de guerre, et notamment en tenant compte de cette puissance nucléaire qui n'est plus réservée à quelques pays, notamment les 5? Alors, la question nucléaire est un problème tellement complexe que même certains stratèges, à mon avis, n'ont pas très bien compris en quoi consistait le concept de la dissuasion nucléaire. Ce serait trop long de l'expliquer, mais de façon raccourcie, je dirais que si nous n'avons pas eu de guerre depuis la fin de la dernière guerre mondiale, alors qu'il y avait eu des motifs de guerre entre les grandes puissances, c'est l'arme nucléaire qui dit en quelque sorte à tous les protagonistes, mais si vous êtes sur le bouton, vous déclenchez des représailles telles que c'est la fin de la planète. Et donc, à commencer par vous, votre pays, qui déclenchez cette guerre. Donc, l'arme nucléaire a permis une certaine paix entre les grandes puissances. Alors, bien entendu, il y a eu des guerres, des guerres par proxy, comme on dit en termes américains, des guerres asymétriques, en utilisant des rivalités d'autres puissances, d'autres pays, mais l'arme nucléaire a jusqu'ici empêché une guerre entre les États. Et l'exemple de la Corée du Nord, qui a réussi à forcer le président américain à venir négocier avec le président de Kim Jong-un de Corée du Nord, est un exemple frappant également. Donc, bien sûr, l'arme nucléaire d'être une arme apocalyptique. Je suis tout à fait d'accord, il faudra un jour débarrasser l'humanité de cette menace permanente, il faudra un désarmement nucléaire, procéder à un désarmement nucléaire de façon progressive et pas à pas. Mais c'est d'abord aux puissances les plus importantes qui possèdent davantage d'armes nucléaires de commencer, mais l'arme nucléaire a amené la paix. Et récemment, elle a amené la paix en Corée, si vous voulez, d'une certaine façon. Le général de Gaulle disait, il disait à André Malraux, il disait oui, l'arme nucléaire, curieusement, elle a apporté la paix, une paix bizarre, certes, mais la paix quand même. Et ceci est un phénomène très clair. Et l'exemple de la Corée du Nord tout récent, il a encore épayé cette notion. Mais donc, il faudra un jour débarrasser la planète des armes. Mais ce que proposent les puissances qui contestent la suprématie américaine, c'est de s'engager dans des relations internationales qui permettent un nouveau monde où, au lieu d'utiliser la coercition militaire pour imposer ses vues, on se met autour d'une table pour discuter des différends que les puissances ont entre elles. Évidemment, on n'est pas dans un monde de bisounours, qu'il y a des rivalités diverses et variées entre les nations. Mais au lieu de dire, pour parvenir à mes fins de guerre, je vais employer la coercition militaire, eh bien non, et c'est ce qui a été dit notamment au dernier sommet de Guangzhou en Chine, de l'OCR, l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est que il faut s'entendre pour discuter et régler les différends et au lieu de faire des guerres, engager une coopération entre les États. À Guangzhou, l'OCS réunit deux pays
comme l'Inde et le Pakistan, et ça c'est une image très... L'Inde et le Pakistan sont des ennemis depuis héréditaires, j'allais dire, en tout cas depuis la création du Pakistan. Et donc, ces deux pays détiennent l'arme nucléaire tous les deux. Et bien, ces deux pays ont été d'accord pour être membres de la même organisation de coopération de Shanghai. Et dans le titre de cette organisation, il y a le mot coopération. Exactement. Que ces pays proposent une coopération au lieu d'une coercition. Justement, Monsieur Alain Corvez, vous avez eu une intervention à la conférence internationale de l'Institut Schiller à Francfort le 30 juin et le 1er juillet 2018. J'aimerais bien vous lire votre conclusion qui m'a interpellé, hein, et j'aimerais bien que notre auditoire l'écoute et avoir votre ressenti après cette conclusion. La conclusion par rapport à votre intervention, comme l'avait dit le général de Gaulle, un référent pour vous, aux universitaires mexicains en 1966, à moins qu'il ne se détruise lui-même dans un épouvantable cataclysme nucléaire, l'avenir du monde est là, car l'homme est la cause ultime à défendre, et donc la coopération entre les nations et l'aide des plus forts aux plus démunis. En effet, par-dessus les distances qui se rétrécissent, les idéologies qui s'atténuent, les politiques qui soufflent, et à moins que l'humanité s'anéantisse elle-même, un jour dans de monstrueuses destructions, le fait qui dominera le futur, c'est l'unité de notre univers. Une cause, celle de l'homme, une nécessité, celle du progrès mondial, et par conséquent de l'aide à tous les pays qui le souhaitent pour leur développement, un devoir, celui de la paix, sont pour notre espèce les conditions mêmes de sa vie. Tout à fait, et j'ai du mal à ajouter quoi que ce soit après cette conclusion magnifique du général de Gaulle, car en visionnaire, il l'avait vu, et en philosophe, il avait vu très loin, et ce qu'il proposait, espérons que petit à petit, nous allons nous rapprocher d'une coopération entre les États au lieu d'une coercition permanente. Colonel Corvez, conseiller en stratégie internationale, ancien conseiller du général commandant de la Force des Nations Unies déployée au sud du Liban, la FINUL, conseiller en relations internationales au ministère de la Défense et de l'Intérieur. Merci infiniment de cet éclairage qui est très important et surtout très attendu, qui remet un petit peu la question principale, on va où? L'homme devant ses responsabilités, parce que c'est l'espèce humaine qui compte. Avec ses armes nucléaires, les dégâts seront très très importants, et notamment lorsque l'homme perd la tête, et on souhaite que l'homme garde sa tête et voit l'avenir pour les futures générations. Colonel, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.